Merci Nicolas. On va passer maintenant, après les ouvrages en remblai, on va passer aux ouvrages excavés en déblai, et en particulier les parois moulées. Et j'invite donc François Louvel, ça va être votre exercice en français, à nous rejoindre. Alors François, c'est un homme de grande expérience. Il a travaillé pendant 15 ans dans les bureaux d'études de Soletanche-Bachy, enfin à l'époque Soletanche. Puis Soletanche-Bachy, et pendant une vingtaine d'années chez SPI Fondation, dont tu es maintenant le responsable du bureau d'études, des méthodes, de la technique. Et donc tu as l'occasion d'intervenir sur des quantités de chantiers en région parisienne notamment, mais en France, tout en France. Et tu vas nous donner quelques-unes des grandes tendances d'aujourd'hui dans l'évolution des parois de soutènement. Merci François. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc on va aborder le sommaire. Voilà, en matière de parois moulées, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des outils de forage de plus en plus performants, compacts, et qu'on a également en fait des standards qui sont à la hausse. Standards en matière d'épaisseur et de profondeur. Ensuite, nous verrons, donc ça c'est notre première... ok. Effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les machines sont capables de forer à environ 70 mètres de profondeur, voire plus dans certains cas. Bon, ça va un peu trop vite, excusez-moi. Voilà. Je suis désolé, j'ai passé le sommaire. Voilà. Excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, on verra ensuite les joints entre panneaux. La qualité des joints, ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre en place au niveau des joints entre panneaux. L'instrumentation embarquée, rapidement. Ensuite, on abordera le traitement des bouts de forage et également l'évolution en matière de béton et de la qualité des bétons, notamment de la rhéologie des bétons. Ensuite, dans le domaine des ancrages, donc, nous verrons quelles sont les récentes innovations en matière de forage, c'est-à-dire les forages soniques et vibrants, selon les fabricants, les développeurs. Ensuite, comment est-ce qu'on implante certains forages pour être le plus précis possible. Quelques adaptations de matériel, généralement des adaptations maison ou bien de la fabrication de fabricants institutionnels. Et enfin, on verra rapidement un exemple de tirant démontable qui est dans le commerce aujourd'hui. Voilà. Donc je reviens à la première. Mon exposé comprend énormément de photos, très peu de théorie. Et donc je vais essayer de vous montrer quelles sont les innovations récentes, notamment et principalement en matière de fraises. Parce que en fait les développements récents s'orientent surtout sur les fraises de forage. Alors effectivement, nos ouvrages de fondation sont aujourd'hui de plus en plus profonds, et donc on doit pouvoir réaliser des ouvrages profonds, bien sûr, mais également épais. Et donc on voit sur la gauche là une machine qui est capable de forer à environ 70 mètres, 1,80 m d'épaisseur. Bon, pour le moment, elle n'a pas encore foré en 1,80 m parce qu'on a réussi à optimiser les épaisseurs de parois. Mais en tout cas, elle est capable, et les essais l'ont montré, elle était capable de forer en 1,80 m. C'est une machine qui pèse 220 tonnes et un bâti de fraisage d'environ 45 tonnes. C'est-à-dire que en fait, le poids du bâti pousse sur le sol d'environ 45 tonnes. À droite, un développement d'une entreprise bien connue, Soletanche-Bachy, qui en fait présente ce qui a été appelé des grippers, c'est-à-dire qu'en partie supérieure du bâti de fraise, en fait, il y a des patins qui permettent de prendre appui sur le terrain. Une fois que la fraise est complètement dans le sol, il faut que le terrain soit suffisamment résistant. Donc ces patins vont s'appuyer sur le sol et par le biais de vérins, eh bien, la machine va être capable d'appuyer à 120 tonnes sur le rocher.
Voilà. Donc là, une innovation d'un constructeur allemand Bauer. Donc c'est l'entreprise Cefi en fait qui m'a transmis ces photos. Et en fait, on voit une machine très compacte qui, pardon, qui est capable de forer sous 5,80 m de hauteur, des épaisseurs allant de 80 cm à 1,50 m et à des profondeurs d'environ 50 mètres, voire un peu plus. Alors, Bauer n'est pas le seul. Ah oui, une particularité sur cette machine, c'est qu'en fait, le power pack, c'est-à-dire l'unité qui va délivrer l'énergie à la fraise, est capable d'être positionné soit à l'arrière de la machine, donc derrière les enrouleurs, soit sur le côté, de manière à permettre en fait d'inscrire la machine dans un étroit couloir, si je puis dire. Et donc c'est assez intéressant au niveau disons des zones de travail qui sont très réduites en matière d'emprise. Alors Bauer n'est pas le seul à développer des machines compactes. On voit ici la fraise compacte de Soletanche sur un ouvrage du Grand Paris à gauche, à Issy-les-Moulineaux. Zut. Et à droite, une machine également de Soletanche qui est en train de forer à l'intérieur d'une galerie de barrage en Inde. Donc vous voyez que ces machines en fait sont vraiment très compactes et je pense que la machine de Soletanche peut s'inscrire sous 5,30 m de gabarit. Voilà, donc les développements ne sont pas très récents. Il faut savoir que ces machines, elles ont, je pense, les débuts de développement datent d'une trentaine d'années, mais il y a des innovations permanentes qui sont opérées sur ces machines. Et donc on voit que c'est des machines fort utiles pour passer sous des ponts, pour s'inscrire en fait dans des tunnels. Et donc c'est vraiment très intéressant au niveau de l'exploitation de chantiers un peu contraints. Alors, je vais vous parler du joint tournant. Alors, il y avait des exemples avant, mais j'en ai pas parlé, pas encore. Alors, le joint tournant est une pièce spécifique qui est montée en haut du bâti et qui permet, zut, je vais y arriver, je pense, et qui permet en fait d'orienter la fraise parallèlement à la machine. On la voit ici à gauche. Alors, il y a un détail sur le joint tournant. Et on voit à gauche en fait la machine qui est sur une estacade au-dessus des voies de la gare d'Austerlitz et qui effectivement fore ou va forer une barrette qui est dans le prolongement de la flèche. À droite, des machines qui aujourd'hui sont équipées de power pack électriques, donc à la fois une machine Bauer et une machine de Soletanche sur l'extrême droite. Donc, de manière à réduire les impacts carbone sur la planète, il est intéressant effectivement d'orienter l'alimentation des machines, que ce soit des machines assez importantes comme celle-ci, ou des machines de plus petite capacité telles que des foreuses petit diamètre, de les équiper en électrique. Alors, on passe maintenant aux joints entre panneaux. Donc, il faut savoir que jusqu'à il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, on utilisait pour assurer la jonction entre panneaux des tubes joints. Et depuis quelque temps, en fait, on utilise des joints type planche, c'est ce qu'on appelle des planches en fait, qui assurent le support de joints qui sont des bandes d'arrêt d'eau, qu'on appelle communément des water stops. Et donc ce water stop va permettre en fait de freiner le passage ou d'arrêter le passage de l'eau au travers de la jonction entre deux panneaux successifs. Et donc il y a une procédure particulière de mise en place de ces joints, bien sûr. Et donc on voit sur la droite un sciage entre deux panneaux successifs qui montre le recouvrement du water stop entre les bétons des deux panneaux successifs, encore une fois. Alors, une petite particularité
sur la droite également, c'est l'utilisation pour permettre la réalisation de panotage de parois circulaires, l'utilisation de polypropylène qui est taillé à mesure de manière à permettre le décoffrage des planches, ce qui est appelé ici pale planche avec joint waterstop. Et donc ce dispositif-là, qui autrefois était constitué de polystyrène, mais ça a été remplacé il y a quelques années par du polypropylène en forme de nid d'abeille. Et donc ce dispositif-là permet d'assurer effectivement une continuité et de bonnes jonctions en fait au droit des panneaux de parois moulées circulaires. Donc on voit ici la mise en place de joints pale-planche de grande hauteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui on arrive à mettre en place des joints d'environ 70 mètres, 60 à 70 mètres de profondeur. Donc, pardon, j'y arrivé. Donc à gauche sur un chantier de sol étanche, je pense que le maximum ça doit être 70 mètres. Et nous, chez SPI Fondation, on a mis en place des joints sur 62 mètres de hauteur à Saint-Denis pour RTE. Et en fait, la charge d'eau au fond de fouille était d'environ 45 mètres. Et on voit sur le milieu, au milieu, le résultat, avec bien sûr quelques petits passages d'humidité, mais globalement un résultat plutôt satisfaisant en termes de qualité et d'arrivée d'eau. Alors, je voulais parler aussi du remordu, qui est une technique qui est assez peu utilisée en France. On voit à gauche en fait disons une coupe sur une jonction de panneaux de parois moulées au niveau d'un remordu. Donc l'intérêt c'est que la forme de la fraise fait qu'on a de nombreuses stries au droit des jonctions de panneaux, et donc ça augmente le linéaire de passage de l'eau. Mais récemment, Sol Étanche a mis au point un système qui permet de mettre en place sur les cages d'armature des joints hydrogonflants. Donc je ne sais pas si c'est toujours mis en place, mais en tout cas, ça paraît intéressant. Il y avait des essais qui ont été faits et qui étaient plutôt probants. Donc c'est assez intéressant parce que ça évite les problématiques de décoffrage de ces joints pale-planche en métal qu'on voyait tout à l'heure, et qui peuvent poser des soucis et qui parfois impactent assez gravement les plannings de chantier. Donc c'est à mon avis une technique et une innovation intéressante et qui permet de pallier encore une fois ces problématiques de joints. Alors une petite innovation que CEFI Intrafor m'a transmis récemment, et qui est la jonction de deux cages d'armature par des attaches assez rapides, par boulonnage en fait. Et donc ce principe évite en fait d'avoir à faire du soudage entre des éléments de cage d'armature de grande hauteur. Et donc on assure la jonction entre les éléments de cage d'armature par du boulonnage. Et donc l'intérêt, c'est à la fois la rapidité de mise en œuvre, mais également une sécurité au niveau du personnel, parce que ça évite que les ouvriers aient à mettre leurs mains à l'intérieur des cages d'armature. Donc, je voulais également vous parler des problématiques de verticalité et de ce qu'on appelle twist, c'est-à-dire la rotation des fraises sur l'axe vertical. De plus en plus, les machines sont instrumentées, c'est-à-dire qu'on a de l'électronique embarquée ou bien des contrôles qui sont faits lors des forages. Pardon, je vais y arriver, je pense. Donc on voit à gauche en fait un dispositif de Bauer qui permet effectivement le contrôle, disons en temps réel, de la position de la machine, et sensiblement la même chose qui a été développée chez nous. En intégrant sur le bâti de la fraise une centrale inertielle qui permet effectivement par un traitement informatique de montrer la position de la fraise avec la profondeur
et de permettre aux foreurs de contrôler la trajectoire s'ils constatent effectivement qu'on a une déviation ou une rotation qui nous ferait sortir des tolérances. Il faut savoir qu'en fait, les tolérances en matière de fraises et de parois moulées également, elles sont de plus en plus restrictives. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, je dirais 25 ans, on tolérait du 2-3%. Aujourd'hui, on est à 1 à 0,5% à la benne et à 0,5%, voire moins, 0,3% parfois, à la fraise. Donc c'est assez draconien, surtout quand on a des terrassements et des excavations profondes sur nos parois. Et donc cette instrumentation embarquée permet effectivement un meilleur contrôle des trajectoires et également aux foreurs de corriger cette trajectoire. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'il peut corriger cette trajectoire. Eh bien, les machines sont équipées encore une fois de patins. Ce qu'on voit ici représenté à droite sur un bâti de fraises. Et donc il y a 8 patins au total qui permettent effectivement aux foreurs de corriger la machine. Alors le même dispositif, à gauche, c'est une photo de sol étanche, le même dispositif sur une benne de forage et qui permet également de corriger la position de la machine. Alors ces volets sont contrôlés hydrauliquement, bien sûr, et donc par le biais de vérins, très classiquement. Voilà. Voilà. Donc je voulais également vous parler des centrales de fabrication qui aujourd'hui sont de vraies usines en fait, de fabrication de la boue, de sa régénération et également de, disons, je vais y arriver. Ah, bon, tant pis. Voilà. Donc c'est des centrales qui sont assez complexes, hein, qui prennent un peu de temps à monter, bien sûr, et qui permettent effectivement la régénération de la boue, la fabrication de boue de meilleure qualité, effectivement, notamment pour les bétonnages. Alors, sur le chantier de la ligne 18.1 pour le Grand Paris Express, les équipes de Botte Fondation ont mis en place un hub, voilà, qui en fait a bien aidé les chantiers. Sur la 18 ans, en fait, il y avait plusieurs chantiers de parois moulées. Et donc ce hub, en fait, réceptionnait les bouts de forage des différents chantiers, traitait les bouts, les renvoyait vers les chantiers qui avaient besoin de boue. Et globalement, ce hub, en fait, a une vertu, c'est qu'il a permis d'économiser environ 74 000 km de poids lourds, qu'il a également permis le réemploi de près de 4300 m3 de bentonite et qu'il a également permis de réduire par 3 les déchets de boue à évacuer. Alors il y a d'autres techniques, hein, qui permettent de faire ce type de transfert et d'épuration de la boue, notamment l'hydrocyclonnage, qui est mis au point, je crois, par Sol Étanche. Donc voilà. Je voulais rapidement évoquer également les problématiques de rhéologie, mais ça, Christophe, je pense, en parlera bien plus que moi tout à l'heure. Et notamment un exemple de grands panneaux, de gros panneaux de forage. Je vais y arriver. Et donc là, sur cet ouvrage du Grand Paris Express, l'OA8 de la ligne 18.1, en fait, les panneaux en Y qu'on voit de part et d'autre du lobe, eh bien, nécessitaient 900 m3 de béton à mettre en place en 10 heures. D'où la nécessité d'avoir un béton qui maintienne une rhéologie sur 10 heures. C'est-à-dire la rhéologie, en gros, les caractéristiques doivent être maintenues durant 10 heures, durant tout le bétonnage,
Et la résistance caractéristique du béton doit aussi être atteinte. Et donc on voit le résultat globalement de l'ouvrage et de la qualité des bétons qui peuvent être obtenus aujourd'hui, malgré ces quantités à mettre en place. Alors, je voulais également parler un petit peu de chrono-analyse et de suivi par les entreprises des postes de forage notamment. Et donc on voit ici deux exemples en fait qui permettent de matérialiser. Il ne faut pas que je bouge. De matérialiser tout ce qui est production à la fois sur sur un temps qui correspond à la journée ou bien sur la semaine. Et donc en fonction de ça, les responsables de chantier vont être capables de faire des analyses, de voir quelles sont les pannes, quels sont les pourcentages d'entretien qui ont été menés sur les machines, etc. Et donc de corriger éventuellement s'il y a besoin le suivi en gros du chantier. Donc c'est une petite innovation qui aide bien les responsables de travaux aujourd'hui. Alors, je vais vous parler maintenant du petit forage, de tout ce qui concerne les petits forages. Donc une des innovations récentes à mon sens, c'est la technique de mise en vibration des outils de forage. Donc on constate qu'il y a aujourd'hui deux types de forage spécifiques, soit le hydril de sol étanche, soit en fait les têtes vibrantes. Et la distinction entre les deux se fait essentiellement au niveau de la fréquence de la tête de forage, qui varie entre 50 pour les têtes vibrantes jusqu'à 100 Hz pour le hydril. Donc on voit ici l'équipement en partie supérieure du mât de forage qui permet de mettre en vibration le tube de forage. Donc c'est une technique qui est intéressante parce qu'elle est rapide, elle permet de mettre en place un tubage et de ne pas changer de technique, même si le terrain nécessitait autrefois, si on utilise des techniques un peu plus anciennes de forage, on devait changer de méthode de forage. Donc là, on n'a pas besoin de changer de méthode de forage classiquement. Et on peut équiper à l'abri du tubage le tirant, parce qu'ici on parle d'ancrage pour des parois de soutènement. Et donc on met en place le tirant à l'abri d'un tubage donc, qui évite les risques d'éboulement, notamment avant la mise en place du tirant. Et donc c'est une technique assez sûre malgré tout. Alors on voit à droite donc deux foreuses qui sont en train de s'attaquer à des forages pour des tirants sous sas. On est ici à Lyon et c'est un 3e lit de tirant sous environ 12 mètres de charge d'eau. Donc la technique c'est une technique qui a environ 10 ans chez nous et qui est assez couramment utilisée aujourd'hui. Voilà, je voulais vous parler des implantations de forage et notamment aujourd'hui sur certaines foreuses petits diamètres pour permettre des implantations correctes et des trajectoires bien respectées. En fait, on utilise ce qu'on appelle des visées arrière, c'est-à-dire qu'on monte sur le mât de la foreuse un laser qui vise en fait un panneau, un écran à l'arrière, et qui permet, en fonction de l'implantation sur le mur, sur l'écran, à l'avant, de bien respecter la trajectoire. Donc, on essaye, parfois ça ne marche pas. Donc, malgré tout, il existe des systèmes qui permettent de mesurer les trajectoires de forage et éventuellement de les corriger, c'est-à-dire de reprendre le forage si nécessaire, si vraiment la déviation est trop forte et ne respecte pas les contraintes. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que les innovations en matière de machines de forage, elles ne sont pas uniquement portées par les fabricants de machines, mais aussi par des bureaux d'études de matériel intégrés aux entreprises. Et l'année prochaine, ça ira.
et en fait qui permettent aux entreprises de s'adapter et d'être assez agiles. C'est-à-dire qu'on sait monter sur des pelles, notamment, des machines de forage qui sont assez spécifiques. Donc là, typiquement, ce sont des forages pour de la congélation, hein, sur la ligne 14 à Saint-Ouen. Donc c'est un petit peu ancien, mais malgré tout, le développement est intéressant et permet effectivement de s'adapter aux contraintes, à la fois en termes de gabarit, on voit qu'on est sous un lit de buton, et également de positionnement du mât en hauteur par rapport à la plateforme de travail. Et pour terminer, je voulais parler d'une technique qui est assez récente et qui a été développée par DSI et qui permet en fait, après utilisation, de démonter les câbles des ancrages. Et donc, ça consiste tout simplement, entre guillemets, à sertir sur des clavettes des câbles, hein, classiques, et visser en fait ces clavettes à l'intérieur d'un corps, qui est métallique, bien sûr, en extrémité. Et donc, globalement, le corps d'ancrage, qui sont les 3 pièces devant donc cet ancrage final en extrémité, sont les parties qui vont permettre de sceller correctement le tirant au terrain. Une fois que le tirant a fait son ouvrage, on voit ici, hein, l'opérateur, soit il prend une clé manuelle, soit il utilise une visseuse, et il va dévisser le câble. Alors cette technique, elle est valable pour le moment uniquement pour 3 taurons, mais c'est une technique, à mon avis, assez intéressante, parce que ça permet de libérer l'espace qui était utilisé pour les câbles auparavant. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci François. Merci François. En attendant peut-être une ou deux questions, moi j'ai trouvé que, et Nicolas me faisait le remarquer, que finalement on trouve même Coulomb dans le matériel de fondation, parce qu'une fraise à grippeur, c'est une fraise finalement qui prend appui sur le sol, c'est-à-dire qui vient imposer une pression sur le sol pour mobiliser une résistance latérale. Donc c'est typique du Coulomb, et on ne l'a jamais vu comme ça, mais c'est dans ta présentation que ça m'a fait penser. Est-ce que une remarque, une question? C'est essentiel en fait qu'on ait des matériels pour construire les ouvrages qu'on conçoit, hein. Et c'est vraiment la part du matériel dans les travaux et les innovations dans le matériel sont essentielles pour arriver à faire des ouvrages qui ont la géométrie qu'on a à la table à dessin ou sur AutoCAD. Il faut ensuite les faire en vrai, quoi. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à ne pas prendre avec suffisamment d'importance lorsqu'on n'a pas la chance de voir beaucoup de chantiers aussi, ce qui est notre cas, c'est vrai. S'il n'y a pas de questions, si. François Depardon, consultant avec CGIS. On a parlé de profondeur qui sont de plus en plus profondes pour ces ouvrages. Est-ce que vous, innovateurs, etc., voyez une limite à ces profondeurs pour une quelconque raison scientifique ou pas du tout, ou bien puisque les besoins vont continuer à croître probablement en ouvrage de plus en plus profond, parce qu'une fois qu'on a tout fait à une certaine profondeur, il faut aller encore plus profond? En fait, c'est vrai que les standards ont évolué, hein. Aujourd'hui, faire une paroi 60-70 mètres, c'est relativement classique, hein. Mais Soletanche, il y a quelques années déjà, faisait des parois à plus de 100 mètres, je crois. Donc la limite technique, à mon avis, elle est levée. C'est-à-dire que je crois qu'il y a même Solmec qui fait des parois encore plus profondes, en forte épaisseur. Au Japon, il avait été fait des parois dans les années 80, je crois, en 2,40 m d'épaisseur. Donc les limites, il n'y en a quasiment pas, quoi, hein. En matière de technologie, en tout cas. Le matériel, il permet d'aller à 200 mètres de profondeur, mais après, les ouvrages de 200 mètres de profondeur, c'est pas tellement des ouvrages de génie civil, ça va plutôt être des questions de barrage, d'étanchéité pour des grands barrages. C'est plutôt là qu'on peut imaginer avoir des parois aussi profondes. Parce que la limite de la profondeur, quand il y a des gens dedans, c'est d'être capable d'évacuer les gens. Et les stations de métro à 200 mètres de profondeur, probablement, ça devient compliqué. Oui,
probablement une des difficultés qui viendra se greffer là-dessus également, c'est le bétonnage. C'est-à-dire qu'on va avoir des bétonnages qui sont de plus en plus longs. Et là, ça permet de faire le lien avec... Voilà. Alors, vous poserez votre question tout à l'heure si elle n'a pas été répondue.